La New-Largue, c'est avant tout un lieu prestigieux, le petit port de Saint-Tropez. Pour une fois, les stars l'ont rendu à sa vraie vocation. Il se transforme pour un temps en un musée de la marine ambulant. Tout ce qui est beau et navigue est là. Tous les pays sont représentés. Certes, tous ne sont pas là en vacances, mais la plupart, oui. En fait, tous sont là pour rêver. Pour les uns, c'est vivre la réalité quotidienne. Pour les autres, rêver de celle qu'ils ne connaîtront jamais. À défaut de flacons, ils se contentent de l'ivresse imaginaire du grand large. Pas nous, heureux élus parmi les 200 bateaux. Pour disputer la New-Largue, il faut un équipage. De préférence un sérieux, genre showbiz du Racing. Il faut un beau bateau comme Talofa, 22 mètres, tout en bois. Un pavillon original, et à partir de là, tout est permis. Hey Franck, allez, la New-Largue, extra. Super Franck, petit, t'inquiète pas. Moral au beau fixe, vous pouvez alors vous mélanger à ce qui se fait de mieux en matière de voile ancienne ou moderne. Vous pouvez surtout, sans forcer votre imagination, partir vivre pendant quelques heures dans un autre temps. Vivre aux côtés d'Orion, une goélette américaine de 35 mètres, fabriquée en 1902. Elle navigue encore comme si le temps n'avait aucune emprise sur elle. Vous vous faites tout petit en passant près de Shenandoah, un 3-mâts de 40 mètres de long, ex-propriété du baron Bic. Il appartient aujourd'hui à un riche, très riche Sud-Américain. C'est le rêve navigant. Rêve aussi que l'ancien bateau d'Alain Collat, rebaptisé Phocéa. Rêve poursuivi aujourd'hui par Bernard Tapie, 75 mètres de luxe et d'irréel. Mais plus proche de nous, les maxis modernes font aussi rêver, comme l'américain Bewinshed, 27 mètres de long, il ne manque pas de classe. Ni Gitana, un de la série, appartenant à Edmond de Rothschild, une bête de course menée par des marins professionnels, c'est le spectacle. Et que dire de JP10, un voilier de croisière au gréement révolutionnaire, aussi à l'aise en course que dans les criques les plus retirées des Antilles. Mais tout cela ne doit pas nous faire oublier notre course. Une épreuve délicate, amenée par force 6 et des creux de 2,50 m à 3 mètres. Vitesse et griserie de la Méditerranée, unanimement appréciée, enfin, presque unanimement. Je crois que c'est les 3 croissants et les 2 tartines. On a tout expulsé. Bah écoute, on va se préparer à l'empannage déjà, tranquillement. Autre difficulté, celle des manœuvres. Sur un grand bateau comme celui-là, elle ne laisse que peu de place à l'erreur. Allez, prenez le manivelle et tarquez la drisse, là. Conséquence immédiate, on se fait attraper avant de se faire rattraper. Là, on est bien, là. Hein. Et oui, on est bien. Quelques bons moments, mais surtout 2 heures de tension pour ne pas abandonner une seule vague à son plus sérieux adversaire du jour. La fatigue, alors, peut devenir épuisement. Et pourtant, quelle joie d'avoir ainsi pu tenir en échec son adversaire. Malheureusement, la mer laisse toujours des séquelles. Non, c'est pas un sport pour nous, quoi, c'est sûr. Maintenant, on en est sûr. Je hais la mer, je hais les voiliers, je hais la voile. Je trouve ça insupportable parce qu'on est mouillé. Et puis, mais j'adore la 2. J'adore la 2. Hein, Jean ? Rodez, Racing. Samedi 14h, aéroport de Toulouse-Blagnac, commence la grande vadrouille du Racing Club de France, direction Rodez pour le match à ne pas perdre. Dans le car qui conduit l'amicale des Parisiens de l'Aveyron vers Rodez, on attend les retardataires. Et qui sont les retardataires ? Les facétieux membres du showbiz, inévitablement.
Dans son coin, Papa Rambord, l'entraîneur, commence à trouver le temps long. Encore 2h30 de route avant d'arriver à destination. 17h, c'est le banquet d'avant-match de l'Amicale des Aveyronnais de Paris, déguisé en joueur du Racing. Parmi eux, un journaliste, Philippe Guillard, 3/4 centre de l'équipe parisienne. C'est lui qui sera le mieux placé pour voir et juger ce match événement, dont le coup d'envoi est donné à 20h.